Bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Pour fêter son demi-siècle d'existence, le PSG s'est offert un beau cadeau en s'offrant sa deuxième demi-finale de Ligue des Champions 25 ans après la première. On va revenir donc sur cette victoire contre l'Atalanta 2-1. On va débriefer tout ce match, que ce soit collectivement, individuellement. Avec nous ce soir pour en parler, Drayas. Bonsoir. Bonsoir, encore une fois, auditeur, auditrice, il faudrait que tu fasses mieux. C'est une histoire de parenthèse Tu avec le monde moderne. Tu m'apprendras l'écriture inclusive un jour. Lionel, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et le quatrième, Oli, bonsoir. Bonsoir à tous. On va commencer avec toi, Oli. Donc, pour revenir sur ce match, sur le dernier podcast, on discutait de Tourelle qui devait jouer gros sur ce match, qui avait le temps de préparer ce match contre l'Atalanta avec leur faiblesse, leur force. Est-ce que pour toi, Tourelle a réussi son pari? Est-ce qu'il a répondu collectivement présent? Alors moi, je vais faire une réponse qui va paraître un peu paradoxale et qui va être un peu mon fil rouge ce soir, parce que j'ai été assez surpris et décontenancé d'entendre les analyses qui ont été faites, notamment par les divers consultants à la suite de ce match-là. Je trouve que c'est un match dans lequel le collectif a été défaillant, qui a été extrêmement bien préparé. Voilà, alors on en reparlera plus tard, mais pour moi, Tourelle a très bien préparé son match et a fait tous les bons choix dans la composition et dans la stratégie à adopter, malgré le fait qu'il y ait eu une absence quasi totale de collectif. Alors ça peut paraître illogique de dire ça, mais en tout cas moi c'est mon sentiment. Donc oui, pour moi Tourelle a bien préparé le match. Le niveau de l'équipe n'était pas satisfaisant, le jeu n'était pas beau. On a gagné de justesse, mais pour moi oui, c'était un match bien préparé. Et est-ce que si le score en restait à 1-0, tu aurais dit la même chose? J'aurais dit la même chose et j'avais déjà évoqué les raisons pour lesquelles Tourelle faisait ses choix dans diverses discussions, y compris sur Twitter. Donc non, je ne réécris pas l'histoire. Alors effectivement, j'aurais été extrêmement déçu. Mais pour moi, quand on analyse le match et la manière dont les choses se sont déroulées, c'était le plan. Et le manque de réussite de Neymar, allié à des performances décevantes des joueurs, ont fait qu'on n'a pas pu faire la différence plus tôt. Mais je pense que la stratégie qui a été choisie était la bonne. Ok, avant de rentrer plus en détail dans la stratégie et les choix tactiques, je vais demander le sentiment général aux autres. Lionel, toi, t'en as pensé quoi globalement? De toute façon, on le répète assez souvent, c'est-à-dire que collectivement, je trouve que on le sait, on le verra jusqu'à la fin de cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne sera pas l'équipe la mieux préparée. On verra des phases de jeu construites avec les choses mises en place. Mais alors, moi, avant même le match, on en avait un peu discuté en off. Je pense qu'Icardi ne devait pas être aligné. Je pense que son match m'a donné raison. Je pense que c'est un joueur qui aujourd'hui n'est physiquement pas prêt, qui n'est pas capable de fournir des efforts. Et comme c'est un joueur qui en plus ne participe pas beaucoup au jeu, s'il n'est pas capable d'être dans le tempo, de faire les bons appels et d'être placé au bon endroit, c'est un joueur qui est totalement inutile. Et le milieu de terrain a été pour moi aussi très moyen, pour rester correct. On a un très bon Navas, une défense centrale. On reviendra peut-être plus après individuellement. D'accord. Mais voilà, je suis très content du résultat et dans ce genre de format, pour moi, je vais être assez bateau, mais moi, c'est le résultat qui prime. Mais après, il y a des choses à dire derrière. Seb, est-ce que toi, tu étais d'accord tactiquement avec la compo, le système, le jeu proposé? Alors, je vais pas aller aussi loin. J'ai commencé par dire que je suis d'accord et pas d'accord avec ce qu'a dit Oli. Je le rejoins sur... C'est-à-dire que tu as à moitié raison. Ouais, ça veut dire que tu as à moitié tort. On en reparlera plus avant. Mais il y a inévitablement, ce qui ressort, c'est une satisfaction. C'était un match... Déjà, il faut dire une chose, c'est que c'était un match qui n'était pas chiant à suivre. C'était un match où il y avait des choses à regarder. C'était un match où il y avait une belle équipe qui était à l'Atalanta et une équipe qui s'est voulue belle et qui est arrivée, qui est le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce qu'au niveau des choix tactiques, non. Est-ce qu'on peut se satisfaire de la volonté de dire à Navas de balancer loin devant alors que Navas n'a aucun jeu au pied? Je ne pense pas qu'on puisse s'en satisfaire. Est-ce qu'on peut satisfaire de l'idée de tout simplement passer le milieu et de se transformer en FC Neymar? Non, on ne peut pas s'en satisfaire. Maintenant,
on est un peu obligé de s'en satisfaire parce que le résultat donne raison à cette logique-là et nous permet de voir plus loin. Et il faut être objectif. Il y a beaucoup d'équipes qui font peur en Europe, mais il y a peu de joueurs qui font autant peur que la doublette Neymar-Mbappé. L'entrée de Mbappé, je suis sûr qu'on va avoir l'occasion de revenir dessus. Mais une fois que cette doublette est alignée, elle est létale. Et voilà, donc ce qui ressort inévitablement, c'est de la satisfaction. Maintenant, quand on passe de Tourelle, ben, inévitablement, le jugement doit être moins dur sur lui après ce match. Mais il y a quand même beaucoup de choses à redire. Et quand tu dis que il a fait ce qu'il fallait, même si c'est ce qu'il ne fallait pas faire, je ne suis pas sûr qu'il ait fait ce qu'il fallait. Je ne pense pas que Oli voulait dire exactement ça. Je pense qu'Oli. Non, Oli, alors, je peux préciser ce que je pense. Ouais. Je pense pas que Tourelle ait fait ce qu'il fallait sur ces 2 dernières années, mais je pense qu'en prenant l'équipe en l'état la semaine dernière, vu le manque d'automatisme, vu les profils de joueurs qu'on a, par rapport à cet état de fait-là, il a fait les bons choix, il a choisi la bonne tactique. C'est ça que je veux dire. Par contre, je dis pas que Tourelle a tout fait bien, et surtout pas depuis le début, puisque si ça avait été le cas, on aurait sans doute un collectif bien plus rodé que ça. Il y a quand même un truc qui est extraordinaire dans cette première mi-temps, parce que, je veux dire, à moins qu'on parle des changements, et là effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, et Allah, choupo-moting. Et donc, il y a énormément de choses à dire, mais on peut quand même constater qu'en première mi-temps, en dépit d'un Neymar qui a proposé énormément et énormément raté devant, tout en étant un génie dans le jeu et une catastrophe dans la finition, il y avait des vrais problèmes. L'Atalanta nous ont posé des vrais problèmes. On n'était pas en mesure collectivement d'y répondre. Et je pense que ça, à la fois, il faut mettre au crédit du coach la capacité d'avoir su fédérer un groupe qui est capable d'aller chercher la victoire, mais il faut aussi mettre au crédit du coach un jeu qui n'est pas possible. Tu ne peux pas te baser sur un Navas qui fait des relances de 50 mètres. C'est pas possible. Et si tu t'amuses à regarder, tu peux regarder avec les matchs de Ligue 1 qui précédaient et ce match de Ligue des Champions, jamais Navas n'avait fait autant de relances aux 50 mètres. Navas, c'est le professionnel de la relance au point. Il relance aux 50 mètres quand on est en catastrophe. Et donc là, clairement, c'était une consigne de sauter le milieu de terrain. On passait même pas par Marquinhos, qui est pourtant un expert de ce genre de mouvement. C'était vraiment relancer tout de suite de la base arrière. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre ça au crédit de Thomas Tuchel. Moi, je pense avoir compris ce qu'a dit Oli. En gros, ce que dit Oli, c'est que depuis 2 ans, on n'a pas de certitude collective et que Tourelle en est conscient de ne pas avoir réussi à construire ça. J'ai compris. Et que du coup, le plan de jeu qu'il a mis en place, c'était vraiment de mettre Neymar au centre du jeu, quitte à sacrifier Icardi et Sarabia sur des ailes où ils ne sont pas forcément. Icardi qui était plus ailier droit, Sarabia ailier gauche, et sacrifier ce milieu en sachant qu'il ne fallait pas jouer avec ce milieu qui serait dominé, donc le sauter. Et surtout. Je dis juste, Oli, ce que je rajoute à ça, par rapport à ce que Bastien vient de dire, c'est pas pour autant que tu es obligé de demander d'avoir pour consigne que Navas doit relancer au vent. Voilà. Mais moi, dans le plan de jeu de Tourelle, l'entrée de Mbappé et de Paredes et de Draxler dans une moindre mesure faisait une part intégrante de ce plan de jeu. On aura l'occasion d'en reparler. Moi, je suis persuadé que c'était tout à fait voulu pendant 60 minutes d'essayer de contenir au maximum les assauts de l'Atalanta pour, à l'heure de jeu, avec un peu de chance, on mène. Si on n'a pas de chance, on a égalité ou on a un but de retard. Faire rentrer Mbappé et Paredes avec plus d'espace pour faire la différence. C'est resté, si t'es mené 2-0, tu fais comment? Oui, c'est ça. Et bah tu perds. Mais non, mais après, si t'es mené 2-0, et si tu mènes 2-0, tu fais comment? Parce qu'on aurait très bien pu mener 2-0 ou 3-1. Hein. Le résultat, c'est beau, mais dans tous les cas, t'as une incertitude sur le nombre de buts que tu mets et le nombre de buts que tu prends. Mais le fait est que ça a donné quoi, la domination de l'Atalanta en première période? Combien ils ont de vraies occasions de but? Combien Navas il fait d'arrêts sur le match? Il en fait 2 Navas sur 2 têtes. 2, voilà. Il y a combien de tirs dangereux? Il y a combien de situations où ils sont vraiment dangereux dans la surface? Quasiment rien. Ils finissent le match à 0,5 ou 0,8 expected goals sur le match entier. La domination de l'Atalanta n'a absolument rien donné offensivement. Bon, après, on va parler du fait qu'ils aient dominé 90 minutes au milieu, notamment. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont capables de créer des vraies différences. Il y a Zapata qui a fait énormément de mal. Il y a Papou Gomez. Et la sortie de Papou Gomez, ça a coûté extrêmement cher à l'Atalanta. C'est vraiment une lecture qui est pro-Tourelle que tu es en train de faire. Mais pas du tout. Moi, j'ai pas vu du tout Zapata dans la surface être dangereux. Il a fait du mal. Dans ses replis, dans ses appels, etc. Papou Gomez, la sortie de Papou Gomez. La sortie de Papou Gomez change tout. L'impact que ça a sur
sur le jeu d'équipe. Alors après, il y a un paramètre. C'est l'Atalanta s'est mis à reculer un truc de fou à la rentrée de Kylian. Et moi, je comprends ce choix. Non, littéralement à la rentrée de Kylian que ça se passe. Et j'ai compris ce choix parce qu'effectivement, si tu continues à monter trop haut et que tu as Neymar et Kylian Mbappé, tu es sûr que tu vas t'en prendre un. Mais c'est un choix qui est super écrit, super complexe. Mais avant ça, dire que c'est ce que Tourelle pouvait faire de mieux, j'ai du mal avec ça, parce qu'encore une fois, j'en reviens à demander à Navas de faire des relances de 50 mètres, c'est pas raisonnable en fait. C'est pas raisonnable. Moi, les relances de Navas ne me dérangent pas. Le souci, c'est que tu fais des relances de 50 mètres et que tu n'as personne qui est capable de réellement les récupérer en pivot. Et entre guillemets, on l'a vu un peu quand... Comment ? Au-delà de ça, quand on parle de Navas, quand il fait des relances de 50 mètres, c'est pas qu'il n'y a personne qui est capable de récupérer en second pivot, c'est qu'il est quand même capable de la faire pour un partenaire. On parle de Navas, les relances de 50 mètres. Le souci, c'est que même quand le ballon arrivait dans une zone, on avait un joueur, on était tout le temps battu. Je ne sais pas si Icardi a gagné un duel de la tête. Et Sarabia et Neymar, ce sera plutôt miraculeux qu'ils en gagnent. Globalement, dans les duels aériens, pendant les 60-70 premières minutes, l'Atalanta prend tout, que ce soit sur nos corners, sur les longs ballons. L'Atalanta, physiquement. C'est une de leurs forces, de toute façon. Les corners, c'était flippant. Tu as l'impression d'avoir 25 Golgoth en face, quoi. Mais le truc, c'est que les 3 fois où ça a marché, les histoires de relance de Navas, il y a Icardi qui en fait une, Neymar qui en fait 2, où ils arrivent de temps en temps à décaler un Sarabia qui arrive à gagner un peu de terrain. Ça nous fait 3 occasions qui sont plus dangereuses que toutes les occasions de l'Atalanta sur le match entier. C'est pas vrai. Écoute... il part d'une relance de Navas. La remise d'Icardi, quand Neymar il part, ça part sur quoi? Je sais plus, c'est sur une relance ou c'est sur... Il ne me semble pas que ce soit sur une relance de Navas. Après, tu as le décalage d'Herrera vers Neymar qui rate son centre, qui vient d'une relance de Navas, effectivement. Mais il y a l'action où il y a Sarabia qui part sur la gauche et qui sert Icardi qui a la bourre. C'est bien possible que ça parte de Navas. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que le bilan il est là. C'est-à-dire que moi, vous pouvez m'expliquer autant que vous voulez qu'on n'a pas réussi à ressortir les ballons, ce qui est vrai, que à 40 mètres, 35 mètres, l'Atalanta a créé des décalages, c'est vrai. Le fait est qu'ils n'ont jamais réussi à être dangereux aux abords de la surface. Ils n'ont pas. Théo, sur la première mi-temps, si tu veux, on a 3 actions dangereuses qui sont c'est du FC Neymar, et c'est même pas un troll que de le dire. Et de leur côté, ils en ont autant qui sont dangereuses, et c'est avec des décalages, etc., etc. Et ils en ont. Alors, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'ils en ont eu peu et qu'ils n'en ont pas eu tant que ça, mais ils en ont quand même. Ils en ont quand même. Et là, on finit la mi-temps avec 2-0 dans la tête. Il n'y a pas grand-chose à redire parce que je me souviens, il y a une frappe qui a 1 mètre, qui est sur une action de ouf. Le mec, il n'arrive pas à la reprendre, il n'arrive pas à la cadrer, il la met à 1 mètre. Et il y a plusieurs occasions. C'est pas comme si l'Atalanta n'en avait eu aucune. Je suis d'accord, ils n'en ont pas eu tant que ça, mais ils en ont eu quelques-unes. Oli, juste pour préciser tes pensées, est-ce que c'est normal qu'après 2 ans, on doive se contenter d'un jeu aussi simpliste, même si ça fonctionne? Non, c'est bien pour ça que je vous dis que mon analyse elle est basée sur un point de départ qui se situe à l'état de l'équipe la semaine dernière. Okay. Au bout de 2 ans, ça n'est pas normal qu'on en soit arrivé à faire ça, tout autant au niveau du plan de jeu de Tourelle que des recrutements qui ont été faits, que des profils des joueurs qu'on a sur le banc. C'est bien évidemment pas normal, mais par contre, en prenant en considération les éléments que Tourelle avait la semaine dernière, moi je trouve qu'il a fait les bons choix en acceptant de subir les foudres physiques de l'Atalanta pendant une mi-temps, où on arrive avec des bouts de ficelle, mais à avoir des occasions on va dire aussi dangereuses que les leurs, alors qu'eux, ils ont un collectif, et par contre, à leur rouler dessus complètement à partir de la 60e, et l'entrée de Mbappé, puis celle de Paredes et Draxler. Yeah. J'entends ce que tu dis, mais encore une fois, je comprends pas pourquoi Navas, alors qu'il ne relance quasiment jamais au pied. Non, mais si tu veux, c'est tout bête. C'est tout bête, mais Navas... Toi, t'aurais préféré que ce soit Marquinhos mais qui fasse Navas fait une relance vers Marquinhos, et Marquinhos assure la relance. Mais clairement, c'était pas les consignes. Je suis pas trop d'accord. Parce que le problème, c'est que dans la position dans laquelle Marquinhos était sur le terrain... mais il était marqué un div. Voilà, c'est ça. Donc le problème, c'est qu'il était tout le temps dos au jeu. Donc c'est pas comme s'il était à la place de Thiago Silva
où sur les relances sur les 6 mètres, il peut se retrouver dans la surface et avoir 5-6 mètres devant lui être face au jeu. Mais il n'était jamais en position face au jeu, Marquinhos. Non, Donc, l'Atalanta fait un marquage individuel où il laissait Navas. Navas, il aurait pu limite faire 30 mètres balle au pied, ça aurait gêné personne. Par contre, il y en avait un sur Thiago Silva, un sur Marquinhos, un sur Kimpembe, un sur Bernat. Exactement le même plan de jeu que contre l'Inter. Kim a pu faire quelques relances de loin. Il y a 2 personnes qui font essentiellement des relances de loin en première mi-temps, c'est Navas et Kimpembe. Kimpembe en a fait quelques-unes. C'était oui, Kimpembe le fait souvent sur des récupérations, jamais sur des remises en jeu. Remises en jeu. Mais non, sur les remises en jeu, tous les joueurs étaient marqués. Donc le truc, c'est qu'ils ont fait un choix, ils se sont dit quitte à perdre le ballon, soit on le perd à 30 mètres de notre but, soit on le perd à 70 mètres qu'on a la chance de récupérer derrière, et ben allons-y, on le perd à 70 mètres. Et puis si on a de la chance, on arrive à en récupérer 1, 2, 3, ça nous donne 1, 2, 3 occasions qui peuvent nous permettre de marcher. Alors c'est un plan de jeu qui est pas du tout ambitieux, qui est dégueulasse pour une équipe qui a les prétentions du PSG, mais qui malgré tout a pas eu... a pas causé un trouble si grand que ça. Et après, on avait la deuxième mi-temps pour faire la différence. Surtout que je pense qu'en perdant le ballon à 70 mètres, on s'évitait les vagues que l'Atalanta est capable de faire. Parce qu'en relançant court, surtout que c'est leur qualité première de savoir bien presser dans la zone adverse, on se serait pris des vagues pendant 30-40 minutes, on aurait cédé plus rapidement. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec Oli sur ce point. Il valait mieux perdre le ballon dans le camp et les obliger à remonter 60 mètres que se retrouver à devoir sortir d'un pressing. Surtout que le seul milieu de terrain qui est capable de le faire au Paris Saint-Germain, c'est Verratti. Il n'était pas présent. Vous imaginez faire des relances courtes avec Herrera, Gay et c'est les choix de Tourelle de mettre Herrera et Gay. Oui, Paredes et Drexler, par exemple, comme il le fait en deuxième mi-temps. Mais Paredes, on pourra en reparler. Et moi, je suis désolé, Paredes, quand il est pressé, il n'est pas bon non plus. Paredes dos jeu, Paredes est très très bon quand il a 3-4 mètres d'espace, le jeu en face de lui, il a un pied fabuleux, donc du coup il arrive à envoyer des super passes. Mais Paredes qui récupère le ballon en sentinelle à 25 mètres du but, dos au but adverse, et pour moi c'était une connerie. Et moi je comprends tout à fait que Tourelle ait choisi de le faire rentrer pour l'avoir avec Mbappé frais sur le terrain pour pouvoir lancer Mbappé, plutôt que finalement... Il est un peu émoussé pour que Paredes ait un peu plus de temps pour le lancer, c'est ça? Ça se tient, oui. Ça se tient. Avant de passer à la partie jeu sans ballon du PSG, une petite question. Est-ce que face à une équipe qui a des individualités du niveau du PSG, le PSG a un plan de jeu? Le truc, c'est que il faut avoir une chose. Quand tu as 2 joueurs de la qualité de Neymar et Mbappé, qui sont difficilement intégrables dans un collectif, parce que c'est des joueurs qui sont, entre guillemets, des électrons libres, je pense que c'est difficile de mettre en place un vrai plan de jeu. Je pense que Tuchel, c'est un entraîneur qui, dans l'absolu, a des idées, mais aujourd'hui, il a dû se rendre compte que quand tu as 2 individualités aussi fortes, il faut peut-être construire l'équipe autour d'eux pour leur donner plus de possibilités de s'exprimer offensivement. Alors après, on aurait pu faire mieux, mais ça passe aussi par la qualité du milieu de terrain. Quand on voit le milieu de terrain qui est aligné contre l'Atalanta, de toutes les équipes qui vont jouer le final 8 de la Ligue des Champions, je pense qu'on a le plus mauvais milieu de terrain. Et même celui de Lyon, qui peut-être en termes de qualité individuelle n'est pas meilleur que le nôtre, il est beaucoup plus cohérent avec des profils 1-6, 1-8, 1-8-10. Nous, on a des profils qui sont purement des joueurs de premier tiers de terrain. Donc aujourd'hui, il y a quand même une grosse disparité de qualité dans l'équipe alignée au Paris Saint-Germain. On a une défense assez cohérente, des joueurs devant qui sont de très haut niveau, enfin en tout cas Mbappé, Neymar, et autour d'eux, c'est des joueurs moyens plus, pour être sympa. Ouais. Et est-ce que vous pensez que le PSG donc, a réussi son match sans ballon défensivement, collectivement? Oli, tu avais l'air de dire oui. Alors, il y a des choses qui ont bien fonctionné. On a réussi entre Kimpembe et Thiago Silva
à garder Zapata le plus possible en dehors de la surface. Ça, c'est un bon point parce que Zapata, avec le ballon dans les pieds dans la surface, avec son physique, ça aurait été très dangereux. On a réussi malgré tout, et j'ai vu que ça a énormément taillé Marquinhos. Alors oui, Marquinhos, c'est pas Mota, c'est pas Busquets, hein, on va pas se mentir. Mais vous remarquerez que arrivé à 35 mètres, 30 mètres, Papou Gomez venait quasiment jamais dans l'axe. Il a jamais pu faire une percée dans l'axe, ou quasiment jamais. Il en a fait quelques-unes, il a fait quelques projections, mais sinon quasiment jamais, parce qu'il y avait Marquis. Et moi, j'ai regardé le match ce matin à tête reposée, parce que l'émotion, j'étais pas capable d'analyser quoi que ce soit après le match quand on l'a vu en live. Mais Marquinhos a passé son temps à faire des compensations, à boucher les trous, et on a réussi à éviter quand même que Gomez vienne dans l'axe. Par contre, effectivement, il y a une défaillance qui est monstrueuse, notamment à la récupération. Mais en soi, le plan de jeu défensif qui est donc de faire venir Herrera d'un côté et Gay de l'autre sur les ailiers pour aider Bernat qui était quand même bien en difficulté, ça a pas trop mal marché puisque les ailiers ont moins apporté que ce qu'ils apportent d'habitude dans les matchs de l'Atalanta, même si du côté de Bernat c'est quand même passé quelques fois. Alors on a eu une impression qui était extrêmement désagréable, et moi je l'ai eu aussi pendant la première mi-temps du match, d'avoir l'impression de perdre le contrôle parce que l'Atalanta ça part dans tous les sens et il faut arriver à les cadrer et c'est très difficile. Mais au final, on a réussi à créer un entonnoir qui a fait que certains joueurs ont été obligés de fuir l'axe, et d'ailleurs le but vient sur une percée d'un défenseur central qui a été obligé de venir apporter les surnombres parce que sinon ils avaient du mal à rentrer dans cette zone et à être dangereux pour tenter des frappes ou alors des passes en profondeur. Donc globalement c'était pas beau du tout, mais ça a quand même à mon sens plutôt bien marché. Marias. Bah, Oli a pas tort. Oli a pas tort. Après, il y avait effectivement il y a la frustration qui était immense, c'était de systématiquement relancer pour donner la balle à l'adversaire. En fait. Faire tous les seconds ballons. C'était et puis même les premiers. C'est-à-dire que tu avais des passes qui étaient directes à l'adversaire et c'était vraiment légion pendant 60 minutes et c'était agaçant. Mais oui, enfin le point d'Oli est bon. Le point d'Oli est bon et on est confronté à notre frustration de vouloir bien jouer, mais après il y a la réalité qui est notre jeu en ce moment et faire au mieux par rapport à notre jeu en ce moment. Mais c'était dégueulasse, hein, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Hein. J'aurais quand même préféré, tu vois, l'autre point de comparaison, c'est pour un match où on a fait plus ou moins la même chose, c'était contre Liverpool. Et contre Liverpool, on avait quand même des circuits de relance qui étaient un petit peu plus propres. Il y avait Verratti. Là, il y avait Verratti, il y avait Di Maria. Tu rajoutes Verratti, Di Maria, il me semble que Cavani était là. Draxler qui faisait une énorme différence. Il y avait Verratti avait fait un match. On avait un joueur derrière la ligne adverse avec Draxler. Mais c'est Draxler qui faisait une énorme différence parce que voilà, on avait une possibilité de passe qu'on n'avait pas là. Mais d'une manière générale, je reste convaincu que tu peux faire la même chose en faisant un tout petit peu mieux. C'est-à-dire qu'en n'étant pas systématiquement dans l'optique de ne faire que rendre la balle à l'adversaire. Là, après, vos arguments, ils sont très difficiles à contredire et du coup, je me retrouve un petit peu bloqué. Mais la frustration l'emporte. Est-ce que la frustration elle est là parce qu'on doit prétendre à mieux, c'est évident. On est le PSG, on vise la C1, on doit prétendre à mieux que faire ça. Elle est là la frustration. Au-delà de ça, Lionel, laisse finir Brias après. C'est que sans Choupo-Moting, je suis pas sûr que tu vois, c'est le sauveur du match, il s'appelle Choupo-Moting. Ouais, mais tu Mbappé fais le match, Brias. Mbappé est le catalyseur du match. Mais le sauveur du match, c'est Choupo-Moting. C'est-à-dire que tu n'as pas Choupo-Moting qui rentre. Est-ce que Mbappé, qui pourtant a fait des énormes différences, mais en même temps, comme l'Atalanta avait énormément reculé, les différences d'Mbappé, il en a fait une où tout à coup, il a pris de vitesse toute la défense, il était capable de faire une passe. La majorité des défenses qu'il a fait, eh ben, il n'était pas dans une situation où il était capable de créer un surnombre dans le dos de l'Atalanta. On est reparti au jeu avec ballon, on partit oui, sans ballon. Bien sûr, mais justement, sur le jeu sans ballon, tu peux attendre un tout petit peu mieux, c'est-à-dire que tu peux attendre de ne faire que balancer devant, parce que grosso modo, pendant 60 minutes, la seule chose qu'on a fait, c'était balancer devant en espérant que Neymar la récupère et que Neymar crée une différence sur le jeu devant. Oui, le souci, c'est que quand tu regardes, quand on prend les prestations individuelles de l'équipe,
Quand tu vois le jeu de passe de Sarabia, Icardi et Gay dans ce match, et que tu avais comme Marquinhos qui était plus centré, enfin, qui travaillait plus sur l'aspect défensif que vraiment sur l'aspect relance, il reste pas grand-chose dans le jeu. C'est-à-dire que Kerrer n'a pratiquement rien apporté offensivement. Bernat, on sait que physiquement, il n'est pas prêt totalement pour ce genre de match. Il a mieux fini le match pendant 60 minutes, c'était pas ça. Il restait dans le jeu Neymar et un petit peu Herrera. Donc on avait Neymar, sincèrement, ce match-là, il mérite. S'il marque les 2 buts, s'il rate pas, il a 10 sur 10. C'est ça, on peut pas analyser le match en disant si Choupo il marque pas, parce qu'à ce moment-là, tu es obligé de dire et s'il n'y a pas un compte favorable sur le but de l'Atalanta, et si Neymar il met ces 2 occasions qu'il aurait dû mettre, et à ce moment-là, bah, il y a 3-0, il y a 2 ou 3-0 pour le PSG. Donc on peut pas choisir dans la réécriture du match ce qui nous arrange pour critiquer en disant bah oui, effectivement, à la 89e, on a été éliminé. Mais si Choupo il marque pas, oui, on sort. Mais si Neymar qui marque, bah, on sort plus. Si Neymar il marque le deuxième, il y a 2-0. Si voilà, donc faut voir les vraies situations de but, peu importe si elles ont été marquées ou pas, mais à quel moment qui a été dangereux. Et au jeu de l'équipe qui a été la plus dangereuse sur le match entier, c'est de très loin. Et voilà, après tout repose pas sur les stats, mais l'Atalanta finit alors en fonction des prestataires de stats entre 0,5 et 0,8 expected goal, nous on est entre 2,8 et 3,5. C'est quand même une différence qui est monstrueuse et qui reflète pas l'impression de désespoir qu'on a eu à l'utilisation du ballon dans la première mi-temps. Oui. On va parler d'un autre point où on était un peu dans l'inconnu, qui est le point physique. Est-ce que vous estimez que Paris physiquement répond du présent? Est-ce que vous estimez que Paris est prêt sur ce point, Lionel? Ouais, je pense que le Paris Saint-Germain a fait une préparation qui ressemble à ce qui se passe en Coupe du Monde, avec une montée en puissance crescendo, c'est-à-dire que contre Saint-Etienne, on a vraiment été à la rue. Contre Lyon, c'était un peu mieux, mais c'était pas parfait. Contre l'Atalanta, j'ai trouvé qu'on a quand même su tenir le rythme et on finit beaucoup mieux que l'Atalanta. Je pense que plus ça va aller, plus le Paris Saint-Germain va arriver. Enfin, je pense que là, ils sont en train d'arriver dans le pic de forme dans une compétition format Coupe du Monde. Donc, à mon humble avis, la semaine prochaine, je pense qu'ils seront à 85-90% de ce qu'ils sont capables de faire physiquement. Ah, pardon, vas-y, finis, Lionel. Oui, j'ai dit que ce sera plus après la Ligue des Champions qu'on verra. Je pense que les difficultés, visiblement, pendant 2 ou 3 mois, à mon avis. Dryas? Il en a tout dit. Il y a juste un truc sur lequel il faut revenir, c'est sur la manière qu'il y avait de préparer les matchs avec cet objectif qui était de gagner les Coupes de la Ligue et Coupe de France. Et on avait vraiment l'impression à ce moment-là qu'on oubliait complètement l'Atalanta. Et peut-être qu'à l'arrivée, non. Mais il y a eu, tu vois, par exemple, des joueurs comme Sarabia qui ont été sous-utilisés, etc., etc. Donc, il y a à la fois cette logique-là, effectivement, et peut-être que Tourelle est plus fait pour ça, en fait. Peut-être qu'il est plus fait pour ça que pour des matchs aller-retour. Mais j'ai du mal quand même à dessiner une parfaite cohérence depuis la reprise du Covid par certains choix. L'exemple le plus frappant, c'est Sarabia, mais j'ai vraiment du mal à définir une cohérence. Oli? De toute évidence, le juge de paix, de toute façon, on pouvait faire toutes les estimations. On avait longuement parlé d'ailleurs lors du podcast avant le match de l'Atalanta. Dans quel état va arriver l'Atalanta? Dans quel état va arriver le PSG? La seule réponse, c'était ce match-là. Et le fait est que à 80 minutes, même à partir de la 60e, eux, ils ont plongé complètement. Et nous, adjoint au fait que Gasperini s'est quand même un peu foiré sur son coaching, faut dire ce qui est. Le nôtre a été beaucoup plus fructueux, donc ça donnait une impression de gros déséquilibre à partir grosso modo de la 60e. On a été pas mal. C'est pas forcément, quand tu regardes le Bayern par exemple, sur les matchs des dernières semaines où ils sont à pleine bourre et ils n'ont pas du tout baissé, comme à l'inverse de certaines équipes italiennes, eux ont une certaine constance. Nous, on était sur une pente ascendante et le point auquel on arrivait contre l'Atalanta était, à mon sens, satisfaisant, mais pas forcément optimal. Alors effectivement, Dryas a raison.
il y a malgré tout des joueurs qui n'étaient pas totalement prêts. Alors, tu dis que Sarabia a été sous-utilisé. Sarabia, il a dû jouer quasiment 1 heure et contre Saint-Etienne et contre Lyon. C'est pas non plus Il y ridicule. a une prolongation et parce qu'il y a une blessure d'Mbappé. Il y a des faits de jeu qui font, c'est ça. Sarabia n'est pas du tout aligné en premier choix et il continue à aligner Di Maria alors que Di Maria n'allait pas pouvoir jouer ce match. Tu aurais pu imaginer Ça, je une te l'accorde. Les faits de jeu vont te donner raison au niveau du temps de jeu, mais c'est vraiment parce qu'il y a des faits de jeu, parce que s'il n'y avait pas assez de faits de jeu au niveau du temps de jeu, tu ne serais pas au niveau du compte. Après, alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a aussi pensé que s'il arrive à passer l'Atalanta, il faut quand même que Di Maria arrive dans un état physique convenable. Et en préparant l'Atalanta, en retirant Di Maria pour mettre Sarabia, c'est plus ou moins exclure Di Maria du reste de la compétition, parce qu'il a eu une trop grosse période sans temps de jeu. Alors, Oli, tu pouvais faire les deux. C'est-à-dire que tu pouvais titulariser un match Sarabia et un match Di Maria. Oui, mais je n'ai pas dit que tout était bien fait. Par rapport à Neymar, ses capacités à jouer avec Neymar, ça on pourra en débattre, mais c'est autre chose. Mais au niveau de la préparation, tu pouvais faire les deux. Et en l'occurrence, c'est clairement pas le choix qui a été fait. Et après j'entends, et honnêtement, c'est très difficile de critiquer aujourd'hui. Et l'argument d'Oli, c'est genre un argument massu, parce que il y a la victoire au bout. Mais en termes de préparation, il y a quand même des choses à redire. Il ne faut pas oublier qu'on a fait des choses les semaines précédentes. Et voilà, et c'est juste ce que je suis en train de rappeler. Et notamment, Sarabia, c'est l'exemple le plus criant du mec qui a été sous-utilisé. Alors après, je suis d'accord, encore une fois, avec l'effet de jeu, il s'est retrouvé en termes de temps à avoir été utilisé suffisamment, mais il aurait pu être plus utilisé. Pour moi, la plus grosse erreur, c'est pas une histoire de temps de jeu ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est avoir repris aussi tard. C'est-à-dire que je vous comprends, j'ai pas compris pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas repris en même temps que l'Olympique Lyonnais. Même si on n'avait pas un match à préparer au mois d'août avec huitième de finale des champions, je pense qu'on était capable de reprendre début juin. Alors, oui. Oui, non, vas-y, excuse-moi, on finit. Non, je pense qu'on était capable de reprendre début juin afin déjà d'avoir des adversaires un peu plus compliqués que Le Havre et l'équipe belge et arriver en mi-juillet, début août, à un pic de forme. Et pour revenir à ce que tu disais concernant, par exemple, tu comparais les équipes italiennes avec les équipes allemandes, l'avantage avec les équipes allemandes, c'est qu'ils ont pu reprendre leur championnat assez tôt, finir avant le 30 juin, donc se reposant encore un petit peu pour redémarrer une préparation physique derrière au mois de juillet, mais en ayant eu du temps de jeu au préalable. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas eu une coupure de 3 ou 4 mois comme les équipes françaises. Ils n'ont pas eu à jouer tous les 3 jours pendant 1 mois et demi. Et on le voit avec les Leipzig et avec le Bayern. Aujourd'hui, physiquement, ils sont au top. Vas-y, Oli, tu veux parler ? Ouais, alors moi j'ai écouté pas mal de préparateurs qui disaient que tout le monde est dans le flou dans cette période-là. Personne n'a la formule magique. La seule réponse qu'il y a, et franchement, si on se pose la question, est-ce qu'on aurait été satisfait si on pose la question il y a 2 semaines, après Saint-Etienne ou après Lyon, est-ce qu'on aurait été satisfait de savoir qu'à la 80e, on sera en train de galoper et que l'Atalanta serait cramée ? La réponse, elle est malgré tout oui. Donc, même si évidemment tout n'a pas été parfait dans la préparation, et peut-être qu'on aurait pu reprendre en même temps que Lyon, mais peut-être que de reprendre en même temps que Lyon, et on le verra quand on regardera Lyon jouer contre. On va pas en parler ce soir. Non, contre City, c'est demain. Contre City. C'est pas demain, parce qu'on enregistre samedi, connard. Bon, alors, machine à remonter dans le temps. Bref. Contre la Juve, mais Lyon n'a pas été monstrueux contre la Juve non plus. Je trouve qu'on n'a pas à rougir physiquement de l'état dans lequel on a fini contre l'Atalanta par rapport à l'état de Lyon à la fin du match contre la Juventus. Malgré le fait qu'ils aient eu entre 1 semaine et 2 semaines de plus de prépa. Donc effectivement, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais au niveau de l'état physique pur des joueurs, moi je trouve que le boulot, vu le contexte, est quand même relativement satisfaisant. On avait dit dans le dernier podcast, on avait peur pour Lyon contre la Juve en 8e retour et Paris contre l'Atalanta dans la seconde mi-temps que les Italiens seraient peut-être dominants. On a vu plutôt l'inverse. Clairement.
Même si Lyon a été bien dominé par la Juve, Lyon a plutôt bien fini en courant pour libérer les espaces et la Juve, sur le dernier quart d'heure, ne fait que descendre parce qu'ils n'ont plus de jus. Et pareil, Paris-Atalanta, Paris est dominant physiquement par rapport aux Italiens sur la seconde mi-temps. Après, le deuxième point, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on était dans le flou. Beaucoup de gens disaient les équipes qui n'ont pas repris ou peu repris, comme les Allemands qui auront un mois de coupure, seront peut-être en désavantage par rapport aux Italiens ou aux Espagnols qui, eux, auront joué, enchaîné. Et à l'arrivée, on remarque que les clubs allemands et français sont dominants physiquement pour le moment dans cette formule. Donc, on ne sait pas comment ça se finira, mais pour le moment, ce n'est pas ceux qui ont enchaîné, qui ont pu enchaîner jusqu'à quelques jours de ce Final 8 qui sont vraiment dominants. Alors que c'est vrai que les Italiens ont eu 10 jours de repos. Hein. Mais ça, certaines personnes et certains sites dont je tairai le nom disaient que c'était le scénario idéal, c'est-à-dire des matchs intensifs puis 10 jours de repos. Les faits ont montré que c'était pas le cas. Et on en avait parlé au dernier podcast. On avait trouvé, alors certaines personnes avaient dit que c'était la décompression et moi je me rappelle, et avec vous on en avait discuté, on savait pas trop quelle était la part de décompression à cause de la fin du championnat ou est-ce que l'Atalanta était vraiment cramée. Je me souviens avoir rappelé que j'avais trouvé Papou Gomez physiquement atteint depuis quelques semaines, et le fait est qu'ils étaient vraiment cramés et que Papou Gomez était vraiment pas bien physiquement. On l'a vu, c'était Papou évident. Gomez, sa sortie fait quand même du bien au PSG. Il est monstrueux sur le match, oui. Il sort sur blessure, mais il est monstrueux avant. Il fait très mal entre les lignes. Sa sortie fait reculer encore plus de 10 mètres le bloc, j'ai trouvé. Alors après, je suis d'accord avec toi, il n'arrive pas à passer à l'axe et justement, il est bloqué par. Mais qu'est-ce qu'il distribue bien sur les ailes? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Il se replace derrière. Ah oui. Il est bon, Papou Gomez sur le match. Hein. Ah non, mais il est bon, mais sauf que Papou Gomez, il y a 2 mois, il prenait le ballon, il perçait 2 lignes et il allait mettre un but. Hein. Et ça, il l'a malgré tout pas fait. Mais après, c'est un mec qui a une intelligence de jeu, c'est un mec qui a un pied, c'est un mec qui est. Et sa sortie nous fait du bien quand même. Oui, ça on va pas se mentir. On va passer aux performances individuelles. On va commencer par la défense. Donc, il y a la défense centrale et les 2 latéraux. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur performance? Braias. Thiago Silva, on va commencer par lui. Thiago Silva était bon, mais formidablement décevant. C'est-à-dire qu'il est comme toujours, il est bon individuellement, sur les duels qu'il a à faire, il est bon, mais au niveau des relents, il est tout seul sur le terrain, il est bon dans son monde tout seul. Celui qui est vraiment à mettre en avant pour moi, c'est Kimpembe, qui pourtant fait 2 erreurs. Et malgré ces 2 erreurs, Kimpembe, il couvre Bernat, il couvre Kehrer, qui pourtant Kehrer montait pas beaucoup, mais Kimpembe se retrouve à courir Kehrer, il couvre même parfois Thiago Silva, il couvre son poste. Alors effectivement, il fait 2 erreurs, mais il est monstrueux et c'est le seul défenseur. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais c'est le seul défenseur justement qui a fait des relances longues à la première mi-temps. C'est le seul défenseur qui, de temps en temps, a tenté de percer balle au pied pour essayer de créer un premier décalage. Pour moi, il est vraiment à mettre en avant, très très loin d'eux. Les latéraux. Kehrer, mine de rien, il a tenu son couloir. Bernat s'est un peu fait pour arrière. Il était clairement en baisse de rythme. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il a commencé à être meilleur en deuxième mi-temps. Il avait commencé à être un petit peu plus utile. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur les latéraux, je pense pas, en tout cas, me concernant. Oli. Pas grand-chose à rajouter. J'ai quand même été agréablement surpris, comme je disais tout à l'heure, de la capacité qu'ont eu Kimpembe et Thiago Silva à garder Zapata en dehors de la surface. Il a été dangereux par moments, inquiétant, mais c'était très souvent désaxé. Et c'est vrai qu'on a très très peu vu ce qu'on peut voir bien trop souvent en Serie A, c'est-à-dire un Zapata qui peut jouer un peu comme parfois peut le faire Lukaku par exemple, dans la surface en pivot ou trouver lancer. Et ça s'est pas produit et c'est quand même une très bonne nouvelle parce que on a quand même régulièrement dit que les défenseurs du PSG, notamment Marquinhos et Thiago Silva, pouvaient avoir des problèmes contre des attaquants physiques comme ça. Et malgré tout, moi, Zapata m'a pas trop inquiété pendant le match. Donc ça, on peut quand même le souligner. Effectivement, peu de relance de la part de Thiago Silva, plus de la part de Kimpembe. Après ça, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Dreas a dit. Effectivement, Bernat s'est fait bouffer quelques fois à droite. Bon, sur le but, très difficile de savoir qui fait l'erreur, alors qui m'en fait une. Après, Bernat vient coller
le central qui finit sa course dans la surface, mais il est un peu obligé de le faire, sinon il est tout seul. Ça laisse l'ailier droit libre pour le but. C'est difficile de rejeter la faute. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Je trouve que globalement l'analyse de Dreyas a été la bonne. On rappellera quand même que Kerrer a été à l'origine d'une très bonne passe qui a créé un décalage pour un but décisif. Au second but. Lionel? Moi, je suis assez d'accord. Le seul le seul reproche, pas petit, le seul reproche que je ferai à Silva, c'est vraiment ce manque d'initiative dans la relance. Et même des fois, il préfère même mettre en difficulté un coéquipier avec une passe latérale que de chercher à casser une ligne, alors qu'il a cette capacité, il a cette qualité en fait. Il a tout pour pouvoir être le meilleur dans la relance. Et il ne veut prendre aucun risque, c'est-à-dire que plusieurs fois, on l'a vu en première mi-temps où il mettait des ballons à Kimpembe ou à Bernat dans des positions où forcément derrière, il prend le signe et perd le ballon. C'est le reproche qu'on doit lui faire. Après, individuellement, je suis d'accord avec Dreyas, c'est vrai qu'on peut faire aucun reproche. Il a tenu Zapata, il a fait vraiment un très bon match. Et j'ai pas eu cette impression aussi qu'il ait fait descendre le bloc comme il est capable de le faire à certaines reprises. On l'a même vu souvent défendre en avançant et aller chercher. Oh, ça non. Quoi? Il l'a fait une fois, mais il l'a pas fait de manière générale. Et je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas fait redescendre le bloc, mais parce que mais ça c'est un truc positif, c'est-à-dire que paradoxalement, il n'a pas pris la responsabilité du bloc, il s'est mis hors du bloc. Et Oui, celui qui a pris la responsabilité du bloc est le seul qu'on voyait, et limite c'est presque l'homme du match. L'homme que tu vois défensivement, il est à droite, il est à gauche, il est au milieu, c'est Kimpembe. Et Thiago Silva, d'une certaine manière, s'est déresponsabilisé, il s'est individualisé dans ses tâches, il a été relativement bon dans ses tâches, mais c'est pas aller plus loin. J'ai l'impression que Kimpembe a pris le leadership et c'est pas plus mal parce que si c'est lui qui gère la défense, au moins ça permet d'avoir une ligne un peu plus haute. Et Thiago Silva, défensivement, enfin individuellement, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut parler des Bonucci et Boateng, mais pour moi, dans la capacité de défendre, je pense qu'il n'y a pas un défenseur qui, à son niveau, peut-être comme il s'appelle Van Dijk, mais il y a très peu de défenseurs qui ont cette capacité de défendre comme Thiago Silva est capable de faire. Et on peut rajouter un truc qu'on peut quand même accorder à Marquinhos, c'est qu'effectivement Kimpembe, alors une ou deux fois malheureusement ça lui a pas réussi parce qu'il arrivait un peu à contre-temps, mais a eu tendance à dézonner pas mal pour suivre certains joueurs. Et du fait qu'on avait Marquinhos sur le terrain, il a pu prendre la place de Kimpembe au moins 3 ou 4 fois pour justement combler l'espace que Kimpembe avait laissé. Et ça, c'était quand même relativement appréciable. Je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord sur vos analyses. Je serais un peu plus sévère sur Kerrer, qui, mis à part son décalage, effectivement, sur le second but, et c'est très important, j'ai trouvé médiocre dans les deux compartiments du jeu, que ce soit offensivement où il ne fait rien, ou que ce soit où défensivement. Vous avez parlé beaucoup de Bernat, qui a souvent été pris, notamment de vitesse ou dans les duels, mais j'ai trouvé Kerrer très souvent mal placé, avec Silva et Kimpembe obligé de compenser ces erreurs-là. Kerrer fait pas un grand match, je suis globalement d'accord avec ça. Très souvent, Silva quelquefois. Oui, bon, de toute façon, moi je serais d'accord avec toi, Andreas. Pour moi, Kim, je l'ai dit après le match, était l'homme du match. C'était l'homme du match. On va passer au milieu. Donc, tu viens de commencer à parler un peu de Marquinhos, Oli. Donc, ce milieu, Marquinhos, Herrera et Gay. On va pouvoir aussi parler peut-être des rentrées de Draxler et Paredes rapidement. Qu'est-ce que tu as pensé du milieu, Oli? C'est difficile de les jauger. Alors, parlons d'abord des titulaires. On pouvait espérer que Gay ou Herrera fassent un match qui est supérieur à ce qu'ils ont montré, même si Herrera avait été bon dans ses entrées récentes, mais ils ont tellement été baladés ou au moins obligés de faire des compensations permanentes quand l'Atalanta attaquait, que après, quand tu conjugues ça à leur très faible prise de risque quand on avait la balle, tu peux pas dire qu'ils ont fait un bon match. Marquinhos n'a pas fait grand chose avec le ballon, mais comme je disais, il a eu un boulot et un volume de compensation dû au système, c'est-à-dire le 4-4-2 avec les deux milieux qui étaient légèrement excentrés pour aider les couloirs. Il se retrouvait à devoir combler des brèches dans l'axe qui était monumental et il a réussi à le faire. Il a aussi suppléé Kim, comme je disais, parfois en défense centrale quand Kim dézonnait. Donc je dirais Marquinhos
match satisfaisant sans le ballon, avec, c'était pas terrible, voire quasiment le néant. C'est juste pas passé par lui le ballon. Même Ouais. des fois, C'est au-dessus il de lui, l'avait, en il fait. ne pouvait pas le faire, il n'y avait pas non plus. Oui, mais vous voulez pas donner le ballon à Marquinhos dos au but avec un joueur sur le dos. Vous comptez qu'il en fasse quoi de la balle, très honnêtement. Donc c'était pas ça l'idée. C'est que Marquinhos avec ballon est victime du système et du plan de jeu, Voilà, c'est ça. et que du coup il ne pouvait pas s'exprimer là-dessus. Tu peux pas le regarder avec ballon parce que dans l'ensemble, déjà sur Marquinhos, capable de recevoir la balle et trouver une solution, en général il en est capable, et si jamais tu le trouves sans un vis-à-vis, il est capable de te faire une relance longue. Mais au-delà de ça, le plan de jeu, c'est clairement de passer au-dessus du milieu, et c'est pour ça que c'est aussi dur de les juger. Oui, non, mais je suis d'accord, mais le fait est que des équipes qui ont un pressing comme l'Atalanta, qui a un pressing suicide, où les 7 premiers joueurs sur le terrain sont marqués en indiv, on n'en joue jamais. Donc c'est difficile de savoir ce qu'il peut faire dans ce cas de figure-là. Mais oui, effectivement, le plan de jeu n'était pas là, on est d'accord. Le plan de jeu, c'était pas de passer par eux. Après, je me suis déjà étendu sur Marquis, donc je vais faire vite sur les autres. Gay, il a couru, des fois dans le bon tempo, des fois dans le mauvais. Il a quand même gêné l'Atalanta. Un peu pareil pour Herrera, qui a fait un tout petit peu plus avec la balle, mais vraiment pas grand-chose de plus. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur les milieux titulaires. Je sais pas si vous voulez évoquer les remplaçants plus tard ou si on en parle vite fait. Vas-y. Alors, les remplaçants, et je le répéterai, qui pour moi sont rentrés pile au bon moment, c'est-à-dire quand l'Atalanta commençait à reculer, quand il commençait à être un peu fatigué, ça a mis Paredes dans des conditions qu'il adore, à savoir avec un peu d'espace, avec la possibilité d'ajuster des passes, et ça, il le fait très bien. Draxler a aussi été intéressant, il a percuté un peu balle au pied, il a mis une frappe qui aurait assommé un spectateur si on avait eu dans le stade, mais ça on peut pas lui en tenir rigueur. Il n'a pas été inintéressant. Donc voilà, le coaching de ce côté-là, je trouve que Paredes, alors beaucoup disent qu'il aurait fallu qu'il soit titulaire. Moi, je pense qu'il a été parfait pour faire ce qu'il avait à faire au moment où il est rentré. Moi, j'ai une chose à dire à Oli, c'est sois sage avec ta pelouse, tout rôle. Fais pas trop de bêtises parce que sinon tu pourrais commettre des incestes. Lionel, sur les milieux, ton avis? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Oli, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Ce truc, c'est comme il a dit, c'est qu'on a 3 milieux de terrain qui. Enfin, Martinez, c'est pas un vrai milieu, mais on a les 3 joueurs au milieu de terrain qui ont cette difficulté à recevoir des ballons dos au jeu et savoir se retourner. Et ça nous a posé problème. On était obligé d'allonger. Et c'est vrai que quand tu as 3 milieux comme ça et qu'en plus de ça, tu as des attaquants qui ne sont pas en top forme, ça a donné le match qu'on a vu. Braias? Il y a un truc, il y a eu 0-20 minutes et 20 minutes le reste du match jusqu'à sa sortie pour Gana Gueye. Gana Gueye, il n'a pas été bon par moment. Il a été très bon pendant 20 minutes. J'étais surpris. Je l'ai sincèrement trouvé bon. Jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'est après la 3e occasion de Neymar, je crois. Après le but de l'Atalanta. Ouais, après le but de l'Atalanta. Et là, il passe absent. Il ne sert à rien sur le terrain. Mais juste avant ça, il est bon. Il est bon à la récupération, il est bon à la projection, il crée des choses. C'est un des relais avec Neymar dans ce qui précède, etc. Pour Marquis, Marquis, dans le feu du match, je l'ai trouvé décevant, mais tout ce que dit Oli, à mon avis, est très très vrai. J'ai pas fait l'effort de revoir le match, vacances oblige, blablabla, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Herrera, un peu décevant parce que manque d'activité, manque de proposition, mais là aussi, il est victime du jeu. Et pour les remplaçants, Draxler, intéressant, mais neutre, voilà, j'ai pas. Et Paredes, 3 passes qui justifient sa rentrée. Très bien. On va passer aux attaquants. J'aurais pu mettre Neymar dans les milieux. On va le laisser dans les attaquants. Oui, c'est vrai. Oui, mais avec ce système en 4-4 de losange, donc Neymar était clairement un 4e milieu, voire le milieu du match du côté parisien. Donc on a Neymar, on a Sarabia, Icardi, je pense que là tout le monde sera d'accord. Et les rentrées de Choupo et Mbappé, Lionel débute sur les performances de ces joueurs. Neymar, je pense qu'on a tous vu, il fait un match, on va dire, à la limite stratosphérique. Il lui a manqué le but. Il a tout fait. Il a été bon avec le ballon, il a été bon sans le ballon.
il a vraiment pris ses responsabilités pendant ce match. Et j'ai juste eu peur un moment entre la 80 et la 85e qu'il pète un plomb parce qu'il sentait Pareil. et qu'il aille mettre un mauvais coup, quoi que ce soit. C'est juste à ce moment-là, parce qu'il a commencé à faire quelques pertes de balles un peu. On commençait à Entre, surjouer un entre peu la au second, 40 et la 60, tu veux dire? Ouais. Entre la 80, enfin, Non, deuxième mi-temps. avant la rentrée de Kylian Mbappé. Oui, c'est vrai qu'il a eu une période où moi aussi je pensais qu'il allait dégoupiller. Ouais. Pour moi, il était vraiment pas loin. Ouais. Juste avant qu'Mbappé rentre, il commençait à perdre des ballons et à s'énerver. Je suis d'accord avec toi, Adrien. Il commence à vouloir jouer un peu. Ouais, c'est sûrement à cette période-là, mais oui, moi j'ai eu peur de ça, mais sinon je l'ai trouvé vraiment très bon. Et puis après, quand tu joues avec Casper et Fantomas à ses côtés, je vois pas. Casper n'est pas Draxler, il faut le préciser. Non, Casper, tu peux choisir Icardi ou Sarabia, l'un des deux. Hein. Ils sont libres de choisir le personnage qu'ils veulent être. Ils ont été, Sarabia, à la rigueur, on peut l'excuser parce que il jouait. Et c'est un joueur qui est pas très rapide. Il a quand même essayé de mettre un peu du rythme, d'aller un peu au mastic. Mais bon, physiquement, il s'est fait bouger par les Golgoth de l'Atalanta. Mais Icardi, c'était vraiment c'est triste à voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le bon tempo. Il est incapable de faire un appel contre appel, de surjouer. Enfin, quand il est à ce niveau-là, on en avait discuté, comme je disais avant le match, je préfère mettre un Choupo-Moting parce qu'au moins il est capable de gagner des duels aériens, il est capable de jouer dos au but, de faire des remises. Enfin, c'est pas un top joueur, hein, mais au niveau auquel Icardi est actuellement physiquement, il vaut mieux jouer avec Choupo-Moting, honnêtement. Bon, pas de mots sur l'entrée d'Mbappé, mais je pense qu'il n'y a rien à dire. Mbappé, on sait ce qu'il est capable de faire. On savait que quand il allait rentrer, c'est ce qui allait se passer, puisque l'Atalanta a un plan A pour être à la ligne. Donc c'est quand même une défense qui joue assez haute. Et pour Mbappé, c'est du pain béni. Le seul reproche, alors il a su le gommer sur l'action pour Choupo-Moting, c'est qu'à un moment, il fait une accélération plus ou moins identique. Et tu as Neymar et Draxler, je crois, qui accompagnent l'action. Et s'il met la balle, s'il fait un petit centre, il y a de fortes chances que Neymar se retrouve tout seul. Sur le gardien, effectivement, à ce moment-là. Et il frappe sur le gardien à ce moment-là, à l'arrêt des jambes de. Tout à fait. Et c'est le seul reproche, c'est que des fois, je pense qu'il veut tout le temps, enfin, souvent, il veut être le héros. Et c'est vrai que là, quand on voit la place qu'il fait pour Choupo-Moting, d'une certaine manière, il est le héros du match quand il a pris la bonne décision. Donc, tu peux être le héros en faisant une bonne passe aussi. Darius, c'est à toi. Vas-tu pouvoir défendre ton chouchou Icardi? Moi j'ai une newsflash, c'est que le Bayern Munich s'est positionné sous Choupo-Moting après ce match. Plus sérieusement, Neymar en première mi-temps, il vaut à la fois 10 et il vaut 1. C'est le paradoxe du joueur. Il est fabuleux, il fait tout dans le jeu, il est blablabla. Et devant le but, il est d'une maladresse qui dépasse l'entendement. Qui dépasse l'entendement pour un joueur de ce niveau-là. Il fait un piqué qui arrive 3 mètres à côté du but. Sur la deuxième occasion, je ne me souviens plus bien, mais sur la troisième occasion, il fait une frappe qui arrive à 3-4 mètres à côté du but. Et c'est vraiment pas standard pour Neymar. C'est à se demander pourquoi. Enfin, il y aurait vraiment à se positionner, à se poser la question pourquoi, alors qu'il est aussi magique dans le jeu, qu'il a rien du Neymar agaçant, et qui rate autant, c'était vraiment surprenant. Alors, je coupe la parole de Dres rapidement, mais sur la première action, oui, alors ça c'est sûr que c'est compliqué à prendre. Mais la question, c'est que j'aurais aimé savoir combien de kilomètres il a parcouru pendant ce match. J'ai l'impression qu'il a été dans des standards totalement hors normes de ce qu'il fait d'habitude. Très haut. Ce qui fait que je pense qu'en termes de lucidité, plus le match avançait, moins il était lucide en fait. Non, mais je te parle au début du match. Il a des ratés qui ne sont pas dans ses standards, en fait. Neymar, c'est un mec qui cadre 9 frappes sur 10, et là, tout à coup, il s'est mis à encadrer 0. Avec sa première question, généralement, il va la piquer. Et là, voilà. Et sinon, la première, il la pique, mais elle est à 4 mètres. Il la pique même pas, en fait, il l'enroule à côté. Ouais, voilà, c'est pas dans ses habitudes. Et pourquoi ? Et c'est à mettre en corrélation en fait avec la lecture des deux autres offensifs qui servaient à rien. Mais est-ce que les deux offensifs servaient à rien
parce qu'ils étaient hors de forme ou est-ce que les deux offensifs servaient à rien parce que le seul plan de jeu, en fait, c'était Neymar et que tout à coup, Neymar s'est retrouvé avec une pression en mode où il était le seul sauveur, il était privé de son copine qui est Kylian Mbappé et que du coup, cette extra pression faisait que tout à coup, il était plus capable d'être concret devant le but. Enfin, je me perds, je me mélange, mais Alors, et Après, j'arrive plus à Choupo-Rentre, il suivre. fait beaucoup plus que Icardi et Sarabia. Ça, bien sûr, mais on est dans une deuxième partie du match, c'est complètement différent. Et après, ensuite de ça, pour pouvoir lire tout ça, il faut vraiment lire l'attitude de l'Atalanta. L'Atalanta, à partir du moment où la rentrée de Kylian, l'Atalanta commence à reculer de manière irrationnelle. Et je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, je pense que c'était nécessaire parce que tu peux pas envisager d'être aussi haut que ce qu'ils étaient et avoir Kylian Mbappé et Neymar sur le terrain en même temps, c'est juste suicidaire. On a l'impression que le plan de jeu de Tourelle pour Icardi et Sarabia était purement sans ballon. C'était aux deux de s'écarter pour créer un entonnoir Mais pour complètement, les suivre et laisser c'est libre Neymar c'est totalement. ça. Et Choupo-Moting rentre à une autre phase du match en fait. On rentre à une phase du match où l'Atalanta est fatigué, l'Atalanta est complètement en train de reculer et là tout à coup, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de bloquer le ballon devant et Choupo-Moting aurait littéralement servi à rien dans la première phase du match. Il y a quelque chose d'assez injuste en fait par rapport aux deux précédents, même si Icardi est complètement hors de forme et absolument indéfendable, euh, dans le jugement qu'on va appliquer à ces deux joueurs, dans le sens où ils étaient complètement assujettis à la stratégie qui était de balancer le ballon loin devant pour que Neymar se démerde tout seul, et que dans un deuxième temps, la stratégie était complètement différente avec les entrées qu'on a vues. Ouais. Bon, Pas très clair, mais... On va parler maintenant du prochain adversaire, Leipzig. Donc Seb et moi, on n'a pas pu voir le match, mais on est des habitués du jeu de Leipzig. On les a vus plusieurs fois. Sabitzer. Notamment. bon, heureusement que j'avais pas grand-chose à rajouter sur les attaquants. Hein. Ah, pardon, Oli. Non, 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 j'ai vraiment pas grand-chose à rajouter. Par contre, j'insiste quand même sur le point qu'il y a une action où Neymar part à gauche, il est désaxé, donc c'est quasiment sûr qu'il est à peu près obligé de centrer. Où Icardi doit être là. Oui. Icardi doit vraiment être là. Il commence à courir, il voit qu'il n'arrive pas à rattraper son défenseur central, ce qui fait qu'il fait semblant de faire un espèce de semi-appel devant du coup le défenseur, plutôt derrière le défenseur par rapport à leur but. Neymar centre devant le but, ce qu'il était censé faire, et Icardi il est juste pas là. Et ça, peu importe ce que tu dis sur le fait qu'ils étaient un peu sacrifiés, pour moi c'est pas excusable. Alors après, on va lui souhaiter qu'il fasse mieux plus tard, mais et aussi un centre de Sarabia où il commence à couper premier poteau et il doit arriver sur le ballon avant le défenseur et il est encore en retard. Et ces deux actions là, pour moi, peu importe le schéma du match, peu importe le sacrifice qu'ils ont eu à faire, c'est à ce niveau-là, c'est pas pardonnable pour un 9 qui est censé être dans le top 10, quoi. Oui, je suis infiniment d'accord avec toi. Et moi, il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur Icardi dans le jeu. Parfois, elles sont justifiées. Mais au-delà de ça, ce qui est impardonnable par rapport à Icardi, c'est tu as des contre-attaques qui sont menées. Et le dernier joueur qui arrive dans la surface, Ouais. et à ce niveau-là, mais ça, je pense que c'est juste le joueur qui est complètement hors de forme. Il devrait être dans une forme meilleure, surtout maintenant. C'est pas acceptable qu'il ne le soit pas. Mais voilà, il est proche du zéro en ce moment, quoi. Oui, mais je crois qu'on sera tous d'accord de toute façon sur le niveau d'Icardi 2020 et spécifiquement post-Covid. Donc on va passer sur le prochain adversaire qui est Leipzig. Je vais vous demander si pour vous Paris doit continuer sur ce plan de jeu. Qu'est-ce que Paris doit changer face à cet adversaire? Quel schéma, quel style, quel compo vous feriez? Lionel. Ouais, tout dépend des retours de qui, mais moi je resterai dans un 4-3-3 contre Leipzig et je retirerai Sarabia et Icardi pour intégrer Di Maria et Mbappé en conservant Neymar dans une position de 9,5 de façon à permettre à Mbappé et Di Maria d'être faux pieds et à entrer dans l'axe. Après, au milieu de terrain, on n'a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Je pense que c'est ce qu'on a pu voir ce mercredi, contre l'Atalanta. Je pense que c'est pas mal, c'est de démarrer avec un milieu de terrain un peu plus travailleur. Et lorsque l'équipe adverse est un peu moins bien, faire entrer
Paredes et Draxler pour avoir un peu plus d'apport offensivement. Voilà. Et la défense qui ne bouge pas, évidemment. Ouais, Oli. ouais. C'est compliqué parce que déjà, on sait que, sauf blessure de Thiago Silva, on a Thiago Kim marqué au milieu. C'est une donnée qui est quasiment immuable. Maintenant, alors Leipzig, je vais pas vous mentir, c'est pas l'équipe européenne que je connais le mieux. J'ai dû voir une quinzaine de matchs, entre 10 et 15 matchs de cette année. Mais c'est malgré tout une équipe qui a un milieu de terrain très dense. Donc j'aurais été tenté comme ça de vouloir faire un 4-2-3-1 avec Marquis et Paredes, mais je pense que ça va être trop léger. Donc Marquis, Paredes, Herrera, et après Neymar, Mbappé, Di Maria, mais pas convaincu. Voilà. Ça, mais pas vraiment convaincu de ma compo. Et au niveau du plan de jeu, est-ce qu'il faut jouer comme contre l'Atalanta en sautant le milieu Non. Le plan de jeu contre l'Atalanta, il ne marchait que contre l'Atalanta, puisque le pressing de l'Atalanta a une spécificité qu'on a très bien vu contre l'Inter, et c'était la même chose contre le PSG. Et ça, heureusement, Neymar a pu l'exploiter. C'était une des raisons pour laquelle on a joué en 4-4-2 en losange. C'est qu'il n'y a absolument personne dans le rond central quand ils font leur pressing. C'est pas le cas de Leipzig. Donc on peut pas reproduire ça. C'est pas possible. Il faut trouver une autre idée. Donc on va espérer que Tourelle arrive à la trouver. Mais reproduire à l'identique le schéma de l'Atalanta, pour moi, c'est pas possible. Ce serait une bêtise. Darius. Pour le coup, Leipzig, c'est peut-être l'équipe qui ressemble le plus à ce que fait l'Atalanta. Sans le côté suicidaire, sans le côté tout le monde sur tout le monde, je suis d'accord avec toi. Mais tu as quand même une similitude, c'est que tu as quand même un marquage sur l'homme et pas un marquage en zone. Et tu as beaucoup de joueurs qui sont devant le ballon. Alors après, il y a un joueur qui fait une énorme différence pour moi, c'est Sabitzer. Sabitzer qui est capable de faire des compensations qui sont complètement hallucinantes. C'est un Marquinhos avec 10 poumons. Et voilà. Maintenant, là, il y a autre chose, c'est que l'argument que tu utilisais sur l'Atalanta, qui était peut-être hors de forme en deuxième mi-temps, a priori, ce ne sera pas le cas de Leipzig, même si Leipzig a eu une période de 3-4 semaines en fin de championnat allemand où ils étaient vraiment bien. Mais là, a priori, ils sont bien revenus. Sur ce que je ferais, je suis tiraillé parce que moi, j'aimerais mettre Sarabia au milieu, mais le problème, c'est que si tu mets Sarabia au milieu, quelles sont tes possibilités de remplacement devant? Tu fais trop Draxler. Tu peux toujours faire rentrer un milieu après s'il se blesse. Oui, voilà. Mais j'ai quand même envie d'avoir des possibilités de circulation de balle au milieu, parce que j'ai l'impression que si on n'a pas de circulation de balle au milieu et qu'on se contente de balancer devant, on est juste mort. Et donc, en l'état, je mettrais Marquinhos, Sarabia et je sais pas qui. Herrera. Non, Gay, parce que Draxler. Draxler, tu le gardes pour la fin du match. C'est Gay, Herrera ou Draxler, il faut un choix. Gay, j'ai pas envie de le mettre. Et Herrera, j'ai pas envie de le mettre parce que justement, tu peux en avoir besoin. Il faut bien en mettre au un. milieu du match. Je crois que par défaut, ce sera Gay parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, un milieu qui est capable d'avoir un joueur qui est au-dessus du ballon et qui est capable de rester au-dessus du ballon. Et je ne mettrai pas Herrera parce qu'Herrera, je ne suis pas sûr de ses capacités-là. Herrera, des fois, il a tendance à rester derrière le ballon et ça ne me suffit pas en fait. J'ai besoin d'un milieu qui soit un peu plus devant. Donc ce serait Sarabia ou Draxler. Et sur la défense et sur le milieu, je suis d'accord avec Oli, à moins d'un cataclysme, les centraux et le milieu, ça sera ça. Donc, je pense que je mettrais Sarabia au milieu, en fait. Ok. Mais c'est vrai que il y a une chose sur laquelle j'aimerais venir, il y a la problématique Di Maria Neymar. Quand ces deux-là jouent ensemble, Di Maria, il a tendance à vouloir, je sais pas, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à créer ce décalage. Il y a souvent Neymar qui prend son rôle et j'ai l'impression qu'il est un peu en retrait. Et je suis pas sûr que ce soit une solution. Et pour moi, le retour de Di Maria, en fait, c'est inutile. C'est vrai que ça va être un match compliqué à savoir si vraiment Leipzig est-il plus fort que l'Atalanta, plus dangereux pour nous. C'est vrai qu'il y a des similitudes, notamment dans leur vers l'avant. Oui, vas-y, Oli. Alors non, mais ça, c'est un truc absolument extraordinaire. C'est mon deuxième coup de gueule contre les médias à la suite du premier qui tendait à dire que Tourelle avait absolument pas préparé son match. Le deuxième, c'est qu'on nous explique depuis le match, la victoire de Leipzig, que Leipzig, c'est l'Atalanta en mieux. Alors ça, va falloir me sortir. S'il n'y a pas un truc qui est plus culture de l'instant que ça, je sais pas ce qu'il faut.
il y a une semaine, on demandait à n'importe qui, on aurait dit ah bah non mais l'Atalanta ça va dans tous les sens, ça permute, il y a des courses, c'est formidable. Leipzig ils ont perdu Werner, ça va être compliqué. Et là soudainement en un match, Leipzig c'est devenu une super équipe de l'Atalanta. Mais à quel moment? C'est incompréhensible. Je suis d'accord avec toi. Moi, avant le match, pour moi, Atalanta était plus dangereux. Après, il y a des similitudes dans leur jeu. Il y a aussi beaucoup de différences. Je pense que Leipzig est une équipe qui a plus de temps faible que l'Atalanta. Ils ont souvent des périodes de trous. Tu peux en mettre un ou deux. Mais ils ont aussi des points forts par rapport à l'Atalanta, notamment dans les compensations du genre, les permutations qui sont encore plus fortes. Tu peux vraiment avoir l'ailier gauche qui se retrouve ailier droit, le défenseur gauche qui va décrocher pour compenser, ou pas Mécano qui va limite se placer en 6 ou 8 derrière la ligne pour proposer une première relance. Donc ils sont encore plus forts que l'Atalanta dans ce domaine-là. Maintenant, pour moi, ils ont plus de temps faible. Et Sabitzer, oui, moi que j'adore. C'est vrai que moi j'ai vu des matchs de Leipzig où pourtant il y avait l'équipe type. Hein. Je me souviens d'un match contre Paderborn. Alors Upamecano qui a fait une prestation XXXXL, il n'y a pas de débat, fabuleux, mais moi je l'ai déjà vu s'agacer parce qu'il n'arrivait pas à attraper un attaquant et prendre un jaune puis prendre un rouge à la fin de la première mi-temps. Hein. Donc Leipzig, ils ont eu un vrai temps faible. Ils ont eu un vrai temps faible à un moment en championnat. Après, ils avaient atteint leur objectif. Et voilà, mais ils ont eu un vrai temps faible. Et Paderborn, c'est un match où ils étaient justement dans ce temps faible et ça représente pas. Alors, tu vois, il y a le cliché qui consiste à dire Leipzig, c'est l'équipe killer, meilleure que l'Atalanta, etc. Et il y a l'autre cliché qui consiste à dire, bah voilà, Leipzig, mais ça reste une équipe dangereuse, ça reste une équipe qui a une vraie circulation de balles, ça reste une équipe qui a un vrai pressing tout-terrain. Et il faut les prendre méga au sérieux. Et ils ont vraiment. bien sûr. Et je sais pas, tu vois, leur temps faible, je sais pas s'il va être représentatif de leur niveau avec des champions. C'est ça, c'est quel sera leur niveau, ça va être Et je pense que tactique pour le coup, il va falloir quand même apporter quelque chose. Alors moi je me pose une grosse question par rapport à Leipzig. Bon, Nagelsmann, il y a quand même des chances que ça soit une sorte de génie du coaching. Il a réussi à mettre en place des choses assez fabuleuses. Le fait est que la tactique qu'ils ont utilisée contre l'Atlético, ils vont être obligés de la revoir intégralement pour jouer contre le PSG parce que leur pressing où ils ont toute leur équipe dans les 35 mètres adverses, ça passe quand c'est Douglas Costa. Après, ils avaient différemment contre Tottenham. Oui, c'est vrai c'était pas exactement la même chose. Mais ce que je me demande en fait, c'est quelle va être la faculté d'adaptation de Leipzig, parce que Nagelsmann, c'est un coach qui cadre beaucoup ses joueurs. Quelle va être leur faculté d'adaptation quand ils vont jouer contre des mecs comme Di Maria, Neymar et dans une autre mesure Mbappé, qui sont complètement libres sur le terrain et qui peuvent faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. J'ai absolument aucune réponse à cette question. C'est vrai que l'Atalanta, on connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Les Leipzig ne connaissent pas vraiment leurs forces ni vraiment leurs faiblesses. C'est plus ambigu, c'est peut-être plus fort. C'est encore plus fort dans la construction tout terrain, dans la permutation. C'est encore plus du football total sur certaines séquences. Mais c'est moins talentueux en attaque. Bien moins talentueux que l'Atalanta. C'est compliqué à mettre en jeu, donc c'est plus dangereux si ça ne marche pas. Donc tu as plus de temps faible. Ça va être un match. Moi, je suis incapable de dire qu'est-ce qui va se passer d'un côté ou de l'autre, en fait. C'est très compliqué de savoir comment ça va jouer. Je pense que tu es quand même dans l'obligation de densifier ton milieu et d'offrir des possibilités de passe parce que déjà, tu es obligé d'exploiter. Il y a un truc qui est tout bête, c'est que Leipzig, c'est moins faible défensivement que l'Atalanta. Donc, tu es obligé. Ah, je pense qu'ils se font moins prendre dans leur dos que l'Atalanta. Ils font plus d'erreurs individuelles dans les Oui, mais ils se font moins prendre dans leur dos. Alors après l'Atalanta, c'est paradoxal parce que l'Atalanta, tu découvres sur le match, c'est en fait, tu as 25 goal. Tu fais un corner contre eux, tu n'as aucune chance de récupérer la balle, tu as beau avoir un mec sans de la tête, il n'aura pas la balle. Mais par contre, ils ont ce côté un peu suicidaire où ils vont tous devant. Et chez Leipzig, il y a une mesure dans ça. Et tu as un mec, pour ne pas en reparler, Sabitzer, qui compense énormément. T'as Upamecano, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas pouvoir créer un décalage sans avoir un milieu qui sera plus haut. Je vais juste répondre à Andreas par rapport à toi qui disait Neymar et Di Maria. Je pense qu'il y aura moins ce problème parce que Di Maria ne sera pas aussi bas que lorsqu'il joue dans un 4-4-2. Si on reste dans le 4-3-3
4-3-1-2, comme on a joué contre l'Atalanta ou quelque chose de similaire, Di Maria sera un peu plus haut et il aura moins ce besoin de venir chercher le ballon et de se retrouver dans la même zone que Neymar à certains Le moments. problème, tu l'as parce que c'est deux joueurs qui ont tendance à se recentrer en fait. Di Maria, c'est vraiment pas l'ailier qui a tendance à aller vers l'aile. Et c'est la même chose avec Neymar. Et en fait, si tu veux, c'est juste ça. Et il y a, enfin, bon, après, j'en sais rien, mais c'est juste ces deux joueurs qui ont tendance à se recentrer. Mais Et après, La balle n'arrive pas avec des quand tu milieux les qui savent mets, pas quand se tu les libérer de mets la en pression. 4-3-3, en supposant que la balle arrive devant, tu vas avoir les deux joueurs qui vont tendance à se recentrer et à l'arrivée se retrouver dans la même zone. Ils vont pas forcément faire les appels, etc. Et comme Neymar est la star, ben, Di Maria, moi, je l'ai rarement trouvé bon en fait quand il était avec Neymar sur le terrain. Mais cette année, on a vu Di Maria plusieurs fois, enfin, pas plusieurs fois, mais en début de saison, dans un 4-3-3, où il collait un peu plus la ligne pour rentrer dans les appels. Et alors, bon, c'est vrai que c'était pas avec Neymar qui jouait, souvent c'était avec Icardi, mais dans ce rôle-là, Icardi et Mbappé, ouais. il décrochait beaucoup moins et il se retrouvait souvent à jouer dans la profondeur. On l'a vu, je crois que c'était contre Nice, où à deux reprises, où il avait marqué, et chaque fois c'était des actions plus ou moins similaires, avec un joueur donc c'était Icardi qui faisait ce rôle entre guillemets de 9,5, mais pas, aussi, enfin, pas autant que Neymar, et qui lui prenait l'espace. Et dans un 4-4-2, là c'est différent. Là, il est vraiment dans une position de milieu où il a Oui, besoin. parce que ce 4-4-2 est plus un 4-2-2-2 dans l'idée quand on le met. Exactement. Donc là, il se retrouve dans une zone plus ou moins similaire à celle de Neymar, et c'est Neymar qui prend c'est Neymar qui prend le lead. Mais dans un 4-3-3 où là, on va lui demander d'attaquer la profondeur, je pense qu'il y aura moins ce souci de compatibilité entre les deux, quoi. Après, on sait pas du tout comment ils vont jouer. Non, mais c'est juste. Moi, Leipzig. je parlais dans J'y pas. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on fait des raisonnements sur éventuellement l'animation de Leipzig, mais c'est pas exclu qu'ils passent à une défense à 4, plus qu'une défense à 3 comme ils avaient, notamment parce que Klosterman, c'est quand même pas extraordinaire et c'est pas très mobile. Et il va se retrouver face à Neymar ou Mbappé, donc ça va être compliqué. C'est vrai il y a quand même eu un coup qui a été fait euh, par Nagelsmann sur le fait de mettre Leimer et Sabitzer et Campbell, alors qu'il y aurait pu avoir un Mukiele à droite, par exemple. Il l'a pas fait. Donc c'est très compliqué de savoir comment ils vont jouer. Bon, ce qui est sûr, c'est que devrait y avoir de la place dans le dos d'Angelino s'il est titulaire, parce que c'est quand même un mec qui est beaucoup plus fait pour une défense à 3. Mais c'est vrai que tactiquement, ça va être très intéressant. Et puis bon, il y a une espèce de filiation, même si Nagelsmann est plus influencé par Guardiola que par Tourelle, mais malgré tout, il y a quand même une fibre allemande. Il a été l'adjoint de Tourelle. Ouais, c'est lui qui l'a lancé a priori. Oui, c'est lui qui l'a lancé, Ça a été son adjoint à un moment donné, effectivement. Il y avait un article dans l'équipe ce matin, une petite interview de Nagelsmann, où justement Nagelsmann disait qu'il avait peu battu Tourelle et qu'il fallait que ça change, notamment. Ouais, après c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même bien moins talentueux. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup d'occasions contre l'Atlético Leipzig. Hein. Ils doivent avoir 4 tirs cadrés ou quelque chose du genre. Poulsen, c'est pas Zapata, quoi. Clairement non. Bah, ça va être intéressant à suivre en tout cas. Zapata, il est monstrueux. Hein. Zapata, je suis pas sûr qu'il reste à l'Atalanta l'année prochaine. On parle de la Juve notamment. On parle de qui, la Juve? Zapata. Oui, non, mais je dis, on en parle pour. On en parle à la Juve. Après, est-ce que la Juve a les moyens C'est vrai qu'il est coté quand même à 28 ans, 40-50 millions. Donc faut les mettre maintenant à ce niveau-là de cette carrière. Pour finir, on va faire un petit pronostic comme d'habitude sur ce PSG Leipzig. Lionel. Et c'était quoi les pronos Moi j'avais dit 3-1 au podcast précédent. Paris-Atalanta. Ouais. Moi j'avais dit 2-1 en toute détente. Je vais réécouter quand même, parce que t'as une manière un peu fourbe. Moi j'avais dit que je ne me prononcerais pas. Je me souviens de ça. Et je vais continuer à dire que je ne me prononce pas sur Leipzig. Je prends beaucoup de risques en ce moment. Du coup, Lionel, ton prono, toi? Si on a Navas, je dirais 3-1. Si on n'a pas Navas, je dis 3-2. Oli?
Je vais rester sur 3-1, ça finira par passer. Seb, Je vais rester sur 2-1, ça finira par passer. bah, il est passé si c'était ça, mais C'est la blague. je ne suis. Faudrait réécouter quand même pour voir si on te J'en donne les sais 3 rien, points de la ce que j'ai victoire. Ce que je me souviens, c'est que contre Lyon, Lionel avait dit victoire au tir au but de Paris. Ouais. Et c'était passé, effectivement. On n'a pas parlé de Navas d'ailleurs, c'est vrai que bon, C'est une grosse perte. Pour moi. Je pense que Seb pourrait nous parler de ses relances de 50 mètres, on l'a pas entendu là-dessus. Non. Mais moi je préfère quand il nous parle de Sabitzer quand même. C'est bizarre. Non, Non, Navas, mais il n'y a rien à dire. Navas, il a été monstrueux sur la ligne. Après, au pied, il est méga défaillant. Après, est-ce que c'est une tuile? Oui, c'est une tuile. Et d'autant plus vis-à-vis des Allemands. Parce que c'est tout con, mais l'Atalanta n'ont pas tellement de frappe des 25 mètres. Alors que tu vas. Là où tu vois, par exemple, tu joues contre le Bayern Munich, tu sais que tu vas te prendre 6 à 7 frappes des 25 mètres dans le match. Quand tu joues contre Leipzig, tu sais que tu vas t'en prendre 2 à 3. Et là, l'absence de Navas peut coûter très cher. Après, il y a un bénéfice, c'est que si tu décides de jouer un petit peu moins défensif et que tu décides un petit peu plus, de plus jouer la relance, Rico te permettra d'avoir une base arrière qui sera plus solide sur ce point-là. On s'en sort quand même pas trop mal avec Rico, parce que c'est pas un mauvais gardien, loin s'en faut. Hein. Je suis d'accord. Mais si tu veux, sur la ligne, il est loin de Navas. Voilà, oui, ça va toucher à Navas sur les... On retrouve le Rico qui avait éliminé Manchester United je crois que c'était il y a 3 ans. Oui, en Europa League, oui. Non, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, oui. Donc, Ben Yedder, si on retrouve ce Rico-là, on est tranquille. Non, mais Rico me fait pas peur. Rico, il est un très bon, mais il est moins bon que Navas sur la ligne. Et quand tu te prends des mines des 25 mètres, il sera moins bon que Navas. Juste une petite remarque, Atalanta a mis 1 but sur 5 en dehors de la surface cette année. Donc c'est pas des points en dehors de la surface, c'est une des équipes qui marque le plus de buts. Donc ça accrédite. D'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé, hein, mais Marquis et son activité, vous l'avez vu, Malinowski, quand il est rentré, vous? Non. Alors que pourtant, c'est un mec, quand il arrive à repiquer dans l'axe et à armer sa frappe de pied gauche, il est monstrueux. Et on a réussi quand même, malgré tout, à... Alors après, bon, le plan de jeu de l'Atalanta était plus très ambitieux quand il est rentré, on va pas se mentir. Mais il a été transparent. Non. Sur cette dernière action... Ouais, il a fait peur, mais sans faire mal. Ouais, on verra. On verra comment se passera ce match. On verra qui a raison au pronostic. Donc on redébriefera ce match. Peut-être. Moi, j'aurais le pronostic du résultat. Peut-être pour une finale historique, la première de l'histoire du Paris Saint-Germain. On verra bien ça si on sera heureux ou on pleure au moment du prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve donc très bientôt puisque le match est déjà dans quelques jours. Merci à toi, Lionel. Merci, les gars. Merci, Oli. Merci à vous, merci aux auditeurs. Et merci, Seb. Ciao tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés.